vais inviter la première présentatrice, Estelle Levin, de venir pour faire sa présentation sur des approches de gestion optimale des chaînes d'approvisionnement de minerais extraits de l'exploitation artisanale en vue d'un développement durable. Donc, Estelle. Je m'appelle Estelle Levin-Nally, je travaille au sujet de la minérabilité Shell pendant 13 ans, depuis 2003. Maintenant, je le fais par ma société. En anglais, on dit que c'est une social venture, c'est-à-dire que c'est une société avec une mission sociale. Et je travaille avec 15 personnes à Cambridge, en Angleterre, et à Singapour. Et les associés et les partenariats partout dans le monde, en Afrique. Il y a quelques partenariats ici. Nous aidons aux clients pour transformer le secteur du minerai pour les choses bonnes. Ils sont mieux en anglais quand je le dis en anglais. Je n'ai pas la traduction parfaite maintenant en français, je suis désolée. Nous le faisons par 3 channels, le bonne gouvernance, le bon business, le better business, et une division d'impact et innovation. Voici quelques services qu'on offre. Et c'est moi en Mozambique et en Mongolie, en parlant avec les interlocuteurs. Bon, je voudrais commencer avec comment je vois le monde. La mission pour moi aujourd'hui, c'est pour élever tous les pensements de tout le monde ici. Nous sommes tous dans nos rôles, nos fonctions. Nous connaissons bien comment on peut faire ce que nous savons faire. Mais pour approcher ces secteurs compliqués, c'est important de le voir des nuages. Nuages. Oui. Bon, la première chose qu'on peut dire est que les minerais transforment la société pour les choses bonnes et les choses mauvaises. Et c'est à nous pour le faire qu'on peut le transformer pour les choses bonnes, les bonnes choses. La deuxième chose est que le minerai est très très compliqué et dynamique. Et pour le comprendre bien, on doit le voir de beaucoup de positions, de perspectives. Mais nous avons un problème. Chacun est entrappé dans notre propre idéologie. Ça, c'est une bonne traduction. C'est-à-dire que nous avons les expériences, l'entraînement pour nous préparer de faire quelque chose très spécialisé. Mais ça, c'est un problème. Parce qu'on doit s'enlever un peu de l'expérience qu'on a pour se mettre dans la position d'une autre, pour avancer. Oui, merci Atera. D'accord, je vais un peu jouer le rôle de traducteur pour 5 minutes, même si elle se débrouille très bien en français. Pas si bien. Je n'ai pas préparé en français. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé bien. Bon, so in English, what I'm trying to say is many of us are trapped inside our own ideologies, our own ways of seeing, and that becomes a barrier to progress. Donc, ce qu'elle disait, c'est que dans le discours portant sur l'arsène minier, le cadre de comment on cadre et voir le phénomène, parfois on est piégé par notre façon de voir la chose. Donc parfois il faut réfléchir à d'autres manières de voir ce phénomène. And something Mark said yesterday that rings true for me and is something we focus on is that the answers to problems happen at the conflict zones between different ways of seeing. Et une chose que Marc hier a soulevé, qu'elle a marqué en particulièrement, c'est parfois les réponses à ces problèmes et ces grands défis de l'arsenal minier arrivent lorsque on est confronté à différentes façons de voir le phénomène, différentes perspectives. And so ultimately, for solutions to be sustainable, they have to reconcile different values and beliefs. Pour que les solutions à ces défis soient durables,
il faut pouvoir réconcilier les différentes valeurs, les différentes priorités que chacun apporte. And that's why it's important to step up and out from what we're used to and try and look from other people's point of view. Et c'est pour ça que c'est très important que chacun puisse comprendre le phénomène de d'autres points de vue et des points de vue des autres. Une autorité qui peut comprendre des points de vue des artisans miniers, un artisan minier d'un point de vue autorité, etc. Merci, Tara. So what do I want to achieve today? Sorry, it's taken a long time to get to this first slide. What I want to do is help you think about what more you could do in your position, in your role in the mineral system, to drive positive change in this challenging sector. Donc l'objectif de son intervention ce matin, c'est de pouvoir vous offrir certaines pistes de réflexion sur comment améliorer et comment trouver des solutions à travers différentes manières de réfléchir et différents processus de réflexion. Is your understanding of your role too confined? Est-ce que votre compréhension de votre rôle dans la gestion de ce secteur est trop étroite? Are the possibilities for impact wider than you had thought? Est-ce qu'il y a des opportunités d'avoir un impact sont plus larges que vous avez? And what more could you do? What could you do differently? What could you do better? Et qu'est-ce que vous pourrez faire différemment ou mieux faire pour adresser les défis? Okay. So I've made a big assumption here, and that's that we're all interested in sustainable development. And by that, I mean that all different stakeholders care about converting mineral capital into other forms of value that serve the interests of them, their organizations, and their beneficiaries. Donc, cette intervention repose sur l'hypothèse que tout le monde est concerné et tout le monde est soucieux du besoin de traduire des richesses des minéraux à d'autres richesses qui vont servir à un développement durable. And it's not such a big assumption because we're given mandate to do this in all of these normative documents and frameworks that countries have signed up to, like the Africa Mining Vision, for example. Et c'est cette hypothèse qui est sous-tendante dans tous les différents politiques et cadres internationaux, cette hypothèse qu'il faut traduire cette richesse du sous-sol non renouvelable pour servir un développement durable plus large. So there's 4 viewpoints that I want us to focus on today to understand how we can harness artisanal mining's development potential. Donc il y a 4 dimensions qu'elle aimerait souligner dans son intervention aujourd'hui afin de nous aider à réfléchir ensemble sur ce phénomène. Avec cela, je laisse les professionnels continuer. Je vous remercie. Merci, Tara. Merci, Tara. Donc, le premier, c'est l'échelle. Je voudrais préfacer cela en disant cela porte sur la professionnalisation et la formalisation du secteur de l'orpaillage. Donc, ces 4 dimensions, ces 4 points de vue pour la compréhension du secteur sont l'échelle. Où est-ce que vous intervenez? À quel niveau? À quelle échelle? Est-ce que c'est au bon niveau? Dans les fonctions. Quel comportement? Le comportement de qui est-ce que vous voulez changer? Comment est-ce que nous pouvons mettre en valeur chaque position? Est-ce que cela fonctionne de manière optimale pour la durabilité? Les vues, comment est-ce que vous percevez le secteur? Quelle valeur est-ce que vous apportez? De sorte que, et en définitive, lorsque vous... La connaissance, comment est-ce que vous déployez le savoir pour réaliser des impacts? Quelles sont les manières de le faire? Je voudrais commencer avec l'échelle. Donc, l'optimisation des systèmes miniers pour la durabilité appelle des interventions dans tous les niveaux. Donc, ce que je veux dire,
tous les niveaux de chaîne de valeur, et des individus à l'organisation, à la communauté, au secteur de manière générale. Il ne s'agit pas simplement de changer des politiques minières. Il faut les cascader pour les transformer en mandat institutionnel, ainsi que former les fonctionnaires qui doivent l'appliquer. Vous avez les individus qui sont dans une organisation et les communautés qui dépendent du secteur ou sont impactés par le secteur. Donc, il y a les exportateurs ainsi que le marché. Lorsque vous intervenez pour faire la formalisation, il vous faut impacter le secteur et les lier à ses pièces, à ses composantes, et réfléchir comment réaliser l'impact. Ils peuvent, lorsque vous prenez le secteur de l'orpaillage dans le pays, il y a un marché. Le marché peut être un grand allié afin d'aider à réaliser la durabilité où il peut y avoir des obstacles, comme on le voit dans le secteur de plusieurs spéculations dans lesquelles nous travaillons. Donc je voudrais entrer un peu dans les détails, en commençant par les individus, ensuite venir à l'organisation, afin de terminer par le secteur. Ce qu'il vous faut comprendre en vue d'avoir l'autonomisation des individus, afin qu'ils puissent fonctionner de manière durable. Il faut identifier ces personnes. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'activité minière et est-ce qu'ils sont capables de changement? Il faut connaître ces trois choses. Lorsque vous vous posez ces trois questions, vous pouvez collecter des informations. En Côte d'Ivoire en 2010, lorsque j'étais ici pour travailler, pour faire une évaluation d'impact dans le secteur minier, Nicolas a pris des photos en sortant. Nous avons parlé à beaucoup de mineurs, de beaucoup d'exploitants. Et on a choisi des gens les gens choisissent les sites où ils veulent aller parce que cela le sied. Est-ce que le type d'activité minière est possible ou bien en fonction de la proximité au champ minier, au site minier. Donc il y a différentes catégories d'exploitants, les alloctènes, les allogènes, ainsi que les autochtones, et ainsi les immigrants, les populations locales, ainsi que les personnes qui viennent d'autres régions du pays. Il y a également des femmes. Donc on a vu qu'il y avait différents acteurs. Nous avons vu des femmes qui étaient des chefs de ménage, monoparentales, qui ne sont pas analphabètes. Et les mineurs professionnels, les exploitants professionnels viennent de Burkina Faso. Est-ce que vous voulez qu'ils formalisent les activités? Et pour pouvoir le faire, il faut avoir différentes stratégies. Parlons de l'organisation. Voici un outil que nous avons développé pour appuyer l'association nationale au Royaume-Uni. C'est-à-dire, cela vous montre comment est-ce qu'on professionnalise et on formalise les activités. Nous nous sommes réalisés que pour faire cela, il faut 3 dimensions. En fait, en Grande-Bretagne, la première partie des voies et moyens, donc il faut avoir un permis. Deuxièmement, il faut s'assurer, pendant que vos activités se développent, il faut que vous soyez résilient. Vous maximisez les profits, vous minimisez les risques. Et finalement, il faut s'inscrire dans la durabilité, dans le développement durable. Donc, le souci, ce n'est pas les risques, mais c'est les actions, les impacts que vos activités peuvent avoir sur les autres. Dans le contexte de l'activité minière artisanale, les gens font les activités avant d'être formalisés. Et ils font des activités, ont des modèles viables et ensuite on les formalise. Si vous comprenez cela, il y a des tactiques qui sont également importantes. Certaines organisations qui sont ici aujourd'hui, Pâques et Solidaridad, par exemple, qui se concentrent sur ces niveaux de ASM, déroulent un certain nombre de stratégies. Parlons maintenant du secteur. Il y a beaucoup de mots, malheureusement, ces mots ne sont pas en français.
Donc c'est un outil que nous utilisons quand nous faisons une analyse situationnelle. Donc vous voyez différentes choses et vous mettez les pays dans les colonnes, les encadrer selon leur positionnement. Ça dit est-ce que l'environnement politique est favorable? Est-ce que cela incrimine leur paillage? Est-ce qu'il y a des opportunités pour améliorer et, je dirais, exploiter tout le potentiel économique? L'autre point, c'est un autre spectre, les droits humains. Est-ce qu'il y a des violations des droits humains? Si ce sont des violations graves, etc. Vous cartographiez les pays, vous insérez pays dans la colonne qui sied. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une organisation de ASM. Est-ce que tous les aspects sont formalisés? Il peut y avoir certains dans le secteur pénal. Par exemple, le blanchissement d'argent. La plupart des pays sont dans l'illégal et le formel. Ce que nous voulons faire en formalisant un secteur, c'est de tirer tout le secteur vers la majorité des mineurs, vers un développement. Lorsque vous cartographiez cela, là où la majorité des exploitants artisanaux se trouvent, on peut essayer d'améliorer. Bon, c'est en anglais. Si vous avez besoin d'exemplaires, dites-moi. Maintenant, après les fonctions, lorsque vous voyez les niveaux, parlons du rôle des personnes dans le système. Donc, ça, c'est un guide du système minier. Donc, il faut que je lui trouve un nom. Lorsque je prends le système minier, les différentes fonctions, il y a le gouvernement qui prend les lois, applique les lois. Il y a les activités, les entreprises. Et vous avez besoin du reste si vous voulez que tout marche à merveille. Nous avons besoin de la société civile pour rendre le gouvernement responsable, redevable. Il faut qu'il joue le rôle d'organe de veille. Ainsi, jouer le rôle de recours. Par exemple, nous avons les comités provinciaux en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de développer le système. Donc, pour développer le système, nous avons besoin d'assistance de développement. Je ne veux pas dire simplement les bailleurs, mais les entreprises ont besoin de l'assurance. Il faut s'assurer que ceux qui font l'activité se conforment à un certain nombre de normes. Lorsque vous venez pour formaliser le système et que vous vous adressez simplement au gouvernement, vous n'allez pas pouvoir régler le problème. Il vous faut penser à toutes ces fonctions. Et tous ceux qui sont assis ici l'ont dit, c'est dans une des fonctions. Quels sont les liens entre les différentes fonctions? Et c'est là où je voulais mettre l'accent. Donc, je vais mettre l'accent sur deux des points suivants, sur la base des conversations que nous avons hier. Est-ce que vous avez réfléchi différemment? Est-ce qu'il y a des points pour lesquels vous ne sont pas à l'aise? Suivez. Est-ce que le gouvernement applique les lois, défend les droits de l'homme? Je pose cela parce que les principes des droits de l'homme des Nations Unies instruisent le gouvernement d'appliquer, de défendre les droits de l'homme. En Mongolie, il y a un projet bilatéral pour lequel le gouvernement de la Mongolie a décidé de prendre le devant en termes de défense des droits de l'homme. Et c'est très intéressant et cela m'attire, me captive dans une certaine mesure. Donc, l'aspect droits de l'homme est très important dans leur approche. Lorsque vous faites cela, comme conséquence, comme ils l'ont fait, ils se sont arrangés pour avoir des centaines de kilogrammes d'or, mais 6 tonnes en 2 ans, parce qu'ils ont
combiner cela des changements structurels dans la loi. Cela a marché. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc, lorsque vous avez la présentation, si vous, le SAM Project va en parler, partager des informations avec les gens. Je vous encourage à les contacter directement. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais le point saillant, c'est que les agences gouvernementales doivent être des défenseurs des droits de l'homme parce qu'ils ont une responsabilité de protection. Et ensuite, les activités. Il faut que les activités également s'inscrivent dans les droits de l'homme. Les miniers, les exploitants mineurs doivent pouvoir gérer. Il faut s'arranger pour gérer ces impacts sur la société. L'un de mes collègues en Afrique centrale l'a essayé dans le contexte de l'Afrique centrale. Il s'est rendu compte lorsque il commence à parler aux agences gouvernementales sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société en tant que fonctionnaires. Donc c'est comme un réveil. Donc ils se sont motivés, ça les a motivés dans leur travail. Donc c'est un point intéressant et il faut que vous l'explorez, cette dimension droit de l'homme. L'autre c'est l'approche paysagère. Lorsque j'ai commencé cette diapo, je parle du paysage des entreprises minières. Comment est-ce qu'ils gèrent le paysage? Comment est-ce qu'ils gèrent les terres en s'insérant entre le gouvernement et la communauté? Lorsque vous avez un grand paysage, vous prenez cette concession et cela fait partie des grands écosystèmes au que fait s'inscrit dans une grande communauté. Il y a une organisation, WWF, qui sont en train d'encourager ce que c'est l'approche chérois dans la gestion des ressources. Cela est important parce que cela nous force à sortir de cette réflexion qui veut que nous sommes simplement des mineurs, mais relier cela à des aspects tels que l'infrastructure, la conservation, etc. Et cela peut rendre plus efficaces les interventions. C'est une opportunité pour de nouvelles formes d'investissement. Et je voudrais mettre cela en exergue ici. Mon collègue dans le public est allé dans une capitale où les gens comprennent le potentiel. Lorsque vous prenez un secteur et vous travaillez au sein du secteur, lorsque vous dites que pour que le secteur minier force, il y a des opportunités dans la santé, l'agriculture et tous ces éléments qui sont interliés, qui permettent de booster le secteur. Donc, le secteur minier ou l'activité minière devient un moyen pour un développement plus général. Et c'est ce qui se passe dans les autres compartiments. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention dans ce que j'ai mis au bas. Il y a une agence qui travaille au Burkina Faso que nous appuyons dans le développement durable. Donc, ils ont un modèle d'affaires où les minéraux génèrent le capital sur la base duquel ils investissent dans l'agriculture, la restauration des sols. Donc, si nous pouvons élargir notre approche, notre perception, nous pouvons faire beaucoup plus. Et c'est compliqué, raison pour laquelle il nous faut différentes approches. Certains reconnaissent cet endroit. Est-ce que vous reconnaissez? C'est Kodji à Sierra Leone. Et si vous êtes un expert de l'environnement, vous pourrez voir l'impact du point de vue environnemental. Si vous êtes un agent de la santé, vous avez une autre perspective. Si vous êtes un économiste, également, vous avez une lecture de cette image. Donc chacun y trouve son compte selon sa position. Mais nous avons besoin de toutes ces vues pour que la situation fasse sens et que nous puissions transformer le secteur.
raison pour laquelle le forum intergouvernemental a parlé des comités interministériels. Lorsque vous établissez un processus de formalisation du secteur, il faut impliquer différents ministères dans le processus. Nous avons besoin de toutes ces différentes pensées, ces différentes idées pour régler le problème. Je vais dire quelque chose de personnel qui est utile pour vous et je pense que cela est utile. Donc j'ai pris du temps à me demander pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'environnement. Donc je me suis rendu compte que cela a trait à différentes réalités de l'entreprise humaine. Donc moi je me préoccupe de la situation pour trois raisons. La raison d'utilité, la justice ainsi que la beauté. L'utilité parce que c'est un être biologique. Donc je veux avoir de l'eau potable, je veux avoir accès à la forêt, aux arbres. Donc l'aspect utilitaire de cela. Maintenant, je me préoccupe de cela parce que si je détruis cela, est-ce que mes enfants pourront jouir de ce bien, de cette propriété? La justice, si vous détruisez détruisez la forêt, une déforestation massive, il y aura des émissions de carbone. Donc je pense que cela aussi est important. En tant qu'être humain, en tant que techniciens, nous passons toute notre vie à justifier les choses du point de vue utilitaire et du point de la justice. Souvent, nous aimons un certain nombre de choses à cause de leur beauté. Maintenant, dans la chaîne d'approvisionnement, lorsque vous travaillez dans le secteur de l'or, il faut commencer à réfléchir à ces trois choses dans vos conceptions, c'est-à-dire l'utilité, la justice ainsi que la beauté. Les gens à qui nous livrons les minerais, est-ce que la beauté est leur préoccupation? Si vous prenez ces trois approches dans une situation, voir l'origine des personnes et en définitive, lorsqu'on réconcilie ces trois valeurs, nous allons mettre en place des traits beaucoup plus durables. Maintenant, la connaissance et le savoir. Il nous faut savoir ce que nous faisons. Il nous faut regrouper des connaissances, trouver des moyens pour l'efficience, l'efficacité des mines. Donc, généralement, il y a un problème de contraintes de ressources lorsqu'il s'agit de, je dirais, regrouper les informations, le savoir. Donc, il faut savoir, pour là où la connaissance est importante, il faut pouvoir identifier les problèmes, connaître les problèmes pour pouvoir en discuter. Donc, les structures, c'est comme ce forum. Un forum où les gens sont venus. Il y en a qui se sont battus pour que cette réunion, cet atelier régional puisse se tenir, parce que vous pouvez comprendre davantage les tenants et les aboutissants de l'activité, l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle. Donc il nous faut également des outils. Donc on peut utiliser les technologies et les outils pour rationaliser ce que nous faisons, pour les rendre beaucoup moins chères, moins coûteuses, et les rendre beaucoup plus efficaces. Et il faut que les bailleurs continuent d'investir dans cela. Pour pouvoir porter les choses à l'échelle, il nous faut aller des projets pilotes vers la mise en échelle, l'étendre à l'échelle mondiale. Donc je voudrais demander aux bailleurs ici, s'il y a des projets que nous mettons en place sur le développement, est-ce qu'on peut avoir une ligne budgétaire pour la communication sur les impacts? Donc je voudrais terminer avec un outil. C'est un projet que l'ILA a mis en place sur les crimes organisés transnationaux. Donc, pour lesquels nous avons reçu un appui technique. Donc, c'est un projet que nous avons lancé en décembre 2015 à Vancouver. Nous avons fait le tour du monde à parler avec différents acteurs sur comment est-ce que l'or et les différents mouvements sont liés.
Ici, je suis fier pour lancer cet outil qu'on appelle Follow the Money Toolkit, c'est-à-dire l'outil, le manuel de suivi du flux financier, pour voir comment est-ce que le flux financier est une barrière à la formalisation en Sierra Leone. Donc, je voudrais partager, pour conclure, pourquoi est-ce que cela nous préoccupe? Pourquoi est-ce qu'il nous faut considérer le flux financier comme une barrière à la formalisation? En 2011, lorsque j'étais en République centrafricaine au Libéria, nous avons essayé de réfléchir comment est-ce que nous amenons essayer d'établir un lien direct entre les mineurs et les négociants et dicter comment est-ce que les gens mènent l'activité pour contrôler s'ils peuvent ou non formaliser. Donc, nous nous sommes rendus compte que l'activité minière ne commence pas avec le creusage, mais commence avec l'argent. Deuxièmement, est-ce que l'or est un instrument financier? Les gens l'utilisent pour faciliter leurs transactions d'import et d'export. Et également, il y a le blanchiment d'argent également qui se produit. Donc, la formalisation ne se passe pas dans le vide. Ce qui ici travaille déjà, si ce qui existe travaille déjà, si vous changez, formalisez, il faut, je dirais, mettre du sien. En d'autres termes, vous n'y parviendrez pas. Hier, les gens ont parlé de la légalisation de la formalisation. Si vous vous collez, si vous avez des problèmes en termes de toilettage sémantique, de compréhension de ces concepts, utilisez ce document. Je voudrais vous remercier. Vous pouvez utiliser ces produits en dehors. Il y a des business cards avec des codes. Vous pouvez m'envoyer des emails et je suis ouvert à la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle, pour cette présentation qui nous a aidé un peu de prendre un peu de recul par rapport à hier. Parfois, quand on est dans les détails de ce qui est en train de se passer sur le terrain, parfois c'est bien de prendre un peu le recul et voir globalement. Je pense que ce cadre d'analyse en focalisant sur ces 4 grandes dimensions est très pertinente à ce qu'on est en train de discuter hier. D'abord, en essayant l'importance de voir tous les différents niveaux, l'échelle de l'activité comme étant quelque chose d'extrêmement important et à chaque échelle de comprendre les contraintes, les motivations, pourquoi un artisan, un orpailleur fait ce qu'il fait, pourquoi un intermédiaire, un collecteur, un acheteur, qu'est-ce qui le motive. Et sans cette information, on ne peut pas avoir une stratégie ou un plan de rationalisation qui peut fonctionner. On retient aussi cette idée de surtout voir les différentes fonctions de chacun. Il y a derrière ça cette idée de multipartisme. On ne peut pas juste tout simplement se limiter aux perspectives du gouvernement, mais il faut aussi les perspectives des experts, du secteur privé, de la société civile. Le troisième élément aussi qu'on retient, c'est cette idée je ne sais pas si c'est un anglicisme, mais des lentilles, c'est-à-dire le verre dans les lunettes. Si c'est très épais, on voit d'une certaine manière. Si c'est un peu rouge, on peut voir le monde en rouge. C'est cette idée de nos perspectives et nos préjugés et nos façons de voir influencent ce qu'on fait. Donc par exemple, un État qui met un accent sur l'application de la loi. Pour eux, ça c'est leur façon de voir. Il y a la loi qui est là, leur rôle est d'appliquer la loi. Mais pour les organisations de la société civile, ce qui est important, c'est peut-être autre chose. C'est pas forcément la loi, mais c'est les droits de l'homme, les conditions de vie, le contexte plus global. Pour le secteur privé,
et les acteurs de la filière même. Peut-être leur façon de voir est entièrement différente. On a eu l'exemple hier de parfois, on a des orpailleurs qui sont là et les acteurs de l'État viennent et les orpailleurs les interrogent disant mais qu'est-ce que vous faites sur nos terres? Comme si pour eux, ils étaient dans leur droit d'être là et d'être présents. Et derrière ça, cette idée de l'entier aussi en termes des valeurs. Pour certaines, la justice est quelque chose d'important, comme Estelle a dit. Pour d'autres, c'est l'utilité, c'est-à-dire le développement, l'utilisation de cette ressource. Et dans le cadre d'une réflexion qui peut aboutir à une stratégie robuste, il faut qu'il y ait une clarification et une discussion par rapport à ça pour équilibrer ce qui sont les priorités de chacun. Et puis dernièrement, je pense on retient c'est l'importance de la génération et la distribution, de dissémination de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Il y a tellement de différents cadres et documents de bonnes pratiques dans ce secteur, tellement d'expériences et l'importance de ces types de rencontres et d'échanges d'informations pour continuer. Mais surtout, comme je pense que Estelle nous a montré, l'importance des cadres d'analyse pour ne pas être trop perdu dans le jour au lendemain, mais d'essayer de réfléchir et de voir comment est-ce que on regarde ce phénomène. Et dernièrement, je pense qu'on retient aussi cette idée à la fin, quand Estelle a parlé du besoin de ne pas forcément réinventer la roue. C'est-à-dire, il y a des pratiques qui sont là, même s'ils sont illégales ou illicites, il y a déjà une organisation d'une filière et tout le processus de formalisation doit commencer avec tout ce qui est là. Arrêter quelque chose du jour au lendemain, c'est très difficile, même avec toute la puissance de l'État. Mais donc, toute solution doit commencer par cette compréhension de ce qui est là, les cadres d'analyse de l'ensemble des acteurs et les stratégies basées sur un certain pragmatisme. Donc, merci beaucoup Estelle, même si c'était peut-être un peu théorique d'une certaine façon. Moi, je pense que ça nous a beaucoup aidé de prendre un peu de recul et voir comment est-ce que vous, comme un consultant international qui travaille pour des sociétés, qui travaille pour des États, qui travaille pour des différentes structures, et formule des recommandations de comment organiser une filière, comment est-ce que vous approchez ce phénomène. Donc, merci beaucoup pour cela. Dans un souci de temps, on va procéder directement aux prochaines présentations. Et si on a un peu de temps à la fin, on va avoir un espace pour des échanges. Sinon, les pauses café, pauses déjeuner sont aussi pour ça. Donc, sans trop tarder, j'invite Patrick Hilling de venir et de donner un petit aperçu sur les nouveaux règlements de l'Union européenne qui a été évoqué par l'ambassadeur hier. Patrick. Bonjour mesdames et messieurs. Merci Terra pour l'introduction. Donc je pense effectivement que la présentation de ce matin était utile pour donner le cadre. Nous, Union européenne, est un bailleur engagé dans cette thématique depuis un certain nombre d'années. Il a été rappelé hier les différents engagements sur la gouvernance minière, sur les questions de diamants, de l'or. On a un certain nombre de programmes et on est très heureux d'appuyer les acteurs et les expertises diverses dans ces secteurs. On peut parler de l'OCDE, du programme PRAD, de l'appui à la société civile et le travail avec les ONG. Un des éléments qui a été mentionné hier, c'est la partie réglementation, et en partie, surtout la partie réglementation pour nous qui est importante, c'est la réglementation au niveau de l'Union européenne sur l'importation de ces minerais. Donc il m'a été demandé de faire une brève présentation de ce que c'est, quelle est la nouvelle réglementation en cours de gestation et quelles sont un petit peu les implications que vous pouvez imaginer par rapport à cette réglementation.
Peut-être quelques éléments de contexte. Cette réglementation est en cours de gestation depuis 2014, donc effectivement c'est un exercice qui prend un petit peu son temps. Pourquoi ça prend son temps? C'est qu'il y a des consultations avec le secteur privé, la société civile, avec les pays producteurs, l'industrie et les différents acteurs qui permet de créer ce nouveau règlement. Donc il y a eu une communication en 2014 et on espère aujourd'hui, d'ici le premier semestre 2017, avoir une réglementation en place. Quelques éléments, et je reste encore sur la première slide juste pour vous donner ces éléments de contexte. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, Union européenne? Ça impacte 880 000 entreprises, des grandes et très petites, qui sont transformateurs et consommateurs de ces 4 minerais, l'étain, le tantal, le tungstène et l'or. Donc ça impacte énormément d'entreprises au niveau européen. Une analyse a été faite aussi sur les affineries et les fonderies pour ces différents minerais. Aujourd'hui, la situation en termes de diligence, devoir de diligence qui est un peu l'objectif de ce règlement, est encore assez faible. On parle de 16% pour les minerais qui sont disons les 3T, l'étain, tantal et tungstène. Et par contre, pour l'or, on parle de 40%. Donc aujourd'hui, ce devoir de diligence est encore un petit peu faible. Quelques éléments sur ce règlement. D'abord, le devoir de diligence. Donc effectivement, l'idée c'est d'avoir une approche sur les chaînes d'approvisionnement de minerais, avec une focalisation sur les importations vers l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'idée c'est d'avoir à deux niveaux en particulier entre les commerçants et les affineries et les producteurs d'or. Donc ça c'est surtout ces entreprises qui importent sur le marché européen qui sont visées et qui seront affectées par ce devoir de diligence. Qu'est-ce qu'on en appelle par devoir de diligence? Et je pense que la présentation de l'OCDE pourra donner un peu plus de détails, mais c'est d'avoir un processus continu, proactif sur les chaînes d'approvisionnement et la traçabilité de la production, donc du site, de tout ce qui est transport, commerce, jusqu'à l'exportation. Qui est affecté par ce devoir de diligence? C'est toutes les entreprises. On entend bien toutes les entreprises, petites ou grandes, avec bien sûr une nuance, une sensibilité claire pour le secteur, disons, artisanal, où bien entendu les normes sont plus difficiles à mettre en place. Un autre donc ça effectivement encore un point, ça concerne les mineurs, les entreprises artisanales à petite échelle, les entreprises de production d'or, les négociations et les exportateurs locaux d'or non affiné, les transportateurs, les négociants internationaux. Voilà. Un petit mot sur le deuxième point qui est sur l'application globale. Ce règlement couvre tous les pays. Et peut-être pour notre discussion et dans le cadre de cet atelier, ça concerne aussi les pays qui sont les zones de conflit, les zones à haut risque. Qu'est-ce qu'on appelle les zones à haut risque? Ce sont des zones où les questions de gouvernance sont peut-être un peu plus faibles, où il peut y avoir des problématiques de gouvernance de la chaîne, où quelque part ça impacte, la réglementation impacte notablement ces zones à haut risque. Pourquoi? Parce que le devoir de diligence de ces entreprises qui importent devront être plus élevées, plus exigeantes, pour dire ça directement, de l'or ou aussi des 3 autres minéraux lors de l'importation. Donc il y aura une focalisation et un besoin de montrer un peu plus dans le processus de traçabilité lorsque ces minerais proviennent de ces zones. Qu'est-ce qui est d'intérêt dans ce guide? Il y a les questions de droits de l'homme, de torture, de travail forcé, de travail des enfants, aussi de crimes de guerre. Il y a aussi toute la dimension de soutien de groupes armés non étatiques, mais aussi tout ce qui est taxation parallèle, donc tout ce qui est extorsion,
taxation illégale, soit sur le site de production, soit dans le transport. Donc tous ces éléments font partie de la réglementation sur lesquels les entreprises privées devront communiquer et aussi donner des éléments objectifs. Le troisième point mentionné ici, c'est que cette réglementation suit les 5 étapes du guide de l'OCDE, donc tout ce qui est mise en place de systèmes de gestion, évaluation des risques. Sur les mise en place des systèmes de gestion, c'est surtout communiquer sur le fait que cette entreprise a une sensibilité ou une politique claire sur son approvisionnement de ces minerais. La gestion des risques, c'est pour nous quelque part un élément essentiel, c'est que les entreprises devront aussi de manière peut-être contractuelle de voir qui sont leurs fournisseurs et s'il y a des doutes sur la traçabilité, mettre en place tout un système soit de discussions avec ces fournisseurs, soit de changer de fournisseur. Donc ceci est potentiellement un impact assez fort sur les exportations d'or. Pour la production artisanale, je l'ai mentionné, effectivement, le droit de diligence est peut-être moins exigeant parce qu'il a un certain coût et il n'est pas aisé toujours de le mettre en place, étant donné aussi qu'il y a un certain nombre disons que c'est un secteur plus ou moins formel, mais il y a quand même des éléments qui doivent être pris dans cette réglementation qui sont d'intérêt pour nous. C'est-à-dire, il y a le recensement des mines, les conditions d'extraction, donc dans quelle situation ces personnes travaillent, mais aussi toute la chaîne, donc la négoce, manutention, le transport, les équipes, mais aussi tout ce qui est impôts, redevances, formels et non formels. Donc ça permettrait de faire la mise en œuvre de ce règlement est un levier pour adresser toutes les problématiques qui pourraient exister sur la gouvernance locale de l'exploitation de l'or. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les certifications par l'Union européenne pour l'exportation pour nous plutôt l'importation de l'or? On se base sur le guide de l'OCDE. Effectivement, il y a des bonnes pratiques qui existent. On en parlait de manière détaillée ces derniers jours, y compris avec la formation mercredi. Ce sont des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui, et l'idée c'est de se baser sur ce guide pour avoir à la fois un guide de bonnes pratiques qui a été agréé avec en particulier le secteur privé, mais aussi avoir une certaine souplesse et une flexibilité dans le temps. Donc ça c'est un des éléments essentiels de ce règlement. Le deuxième c'est plus institutionnel, mais l'idée c'est que chaque État membre de l'Union européenne a sa propre autorité qui pourra effectuer des contrôles, y compris des contrôles ex post, donc pourra demander aux importateurs de prouver l'origine et la traçabilité de l'or. Le point 6 est aussi un élément positif de transparence. L'idée c'est pas de travailler avec des blacklists, mais plutôt des listes blanches, où les fonderies et les affineries qui sont conformes à ce règlement seraient publiées, avec en particulier une dimension sur les zones à risque. Donc toutes les entreprises qui seront sur cette liste blanche seront publiées, donc on aura une liste positive avec mise en exergue le fait que dans leur zone que les zones fragiles sont d'autant plus mises en avant. Là c'est plus une question de processus et de date. Le règlement sera d'application à partir du 1er janvier 2021 avec un certain nombre de réexamens réguliers, donc après 2 ans pour une première partie et après chaque 3 ans. Donc, en dehors de ce règlement, l'Union européenne veut aussi promouvoir la transparence et l'investissement responsable avec un certain nombre de mesures. Une mesure serait de publier une liste indicative des zones de haut risque sur base de l'expérience. Donc ça fait partie un petit peu des mesures d'accompagnement de ce règlement pour assurer un peu plus de transparence au niveau international. Un des points, et c'est l'étape 5 du guide de l'OCDE,
c'est de communiquer sur les mesures prises en place pour aussi bien en termes de gestion de risque, de stratégie mise en place pour assurer la traçabilité de l'achat de ces 4 minerais. Donc l'idée aussi c'est d'avoir un petit peu une fenêtre où on puisse retrouver toutes ces informations de manière plus directe, centralisée. Un des points qui est important aussi pour la réglementation et qui a fait l'objet de grandes discussions en interne, entre guillemets, c'est que les petites entreprises se sentent un petit peu, étant donné qu'il y a un certain nombre de coûts pour mettre en place ce type de contrôle, ont voulu ne pas être obligés de mettre en place ce règlement. Donc aujourd'hui, le compromis ou le règlement tel qu'il est produit aujourd'hui, c'est que 95% des importations seront couvertes par le règlement. Donc ça couvre quand même une bonne partie du marché. Et il reste certains petits producteurs qui sont petites entreprises, petits importateurs, qui seront plus sur une base volontaire. Donc l'idée de nouveau, c'est d'avoir une base de données, un transparency register, une base de données de transparence pour ces petites entreprises, et avec un certain nombre de soutiens spécifiques aux PME. Tout ce qui est formation, des guides peut-être un peu plus simplifiés à mettre en place. En parallèle de ce règlement, l'Union européenne s'est engagée aussi à mettre en place des mesures d'accompagnement et de sensibilisation pour mise en œuvre de ce règlement. Un des premiers, je pense que c'est aussi l'objet sur lequel on était très intéressé de participer à l'organisation de cet atelier, c'est la question de promotion de guides de l'OCDE, donc on y reviendra, je pense avec une présentation de l'OCDE même. Un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont mises en place, donc sur les grands lacs en particulier, qui étaient un peu précurseurs sur tout ce qui est gouvernance minière et gestion de l'or, mais aussi sur l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais aussi en Amérique latine. Donc vous pouvez le voir, et la Colombie qui fait partie de la liste. Et plus, voilà, ce soutien un peu plus institutionnel, mais pour continuer à élaborer ce guide et le promouvoir par l'OCDE, non seulement aux pays producteurs, mais les pays transformateurs et les pays produits consommateurs. Donc ça, c'est un peu l'idée de cet appui. En 2016, en mai, l'Union européenne a lancé ce partenariat, et je pense qu'il a été mentionné dans la présentation d'avant, c'est avoir un centre de forum de discussion entre différents acteurs. C'est un partenariat public-privé avec les États membres les plus intéressés, mais aussi les entreprises dans le secteur privé et la société civile et les ONG. Donc c'est aussi une manière comment l'Union européenne s'engage à créer des instances de discussion et d'échanges sur les thématiques. Donc j'arrive à la fin de ma présentation, donc peut-être des éléments d'information pour vous pour avoir, et c'est peut-être pas très lisible pour ceux qui ne connaissent pas, mais ce sont si vous mettez ces références sur un moteur de recherche sur Internet, vous pouvez retrouver les deux documents qui sont la base de ce nouvel règlement. C'est une communication conjointe de la Commission au Parlement et au Conseil qui a été faite en 2014. Et un draft de réglementation. Donc c'est vraiment sur cette base que le nouveau règlement qui sera mis en œuvre sera adopté. Donc voilà. Merci. Merci Patrick. Je pense que j'aimerais juste vous poser une petite question. Vous avez présenté un peu le cadre de cette réglementation. Monsieur l'ambassadeur aussi a fait référence à cette nouvelle réglementation dans son discours d'hier. Qu'est-ce qui pourrait être l'impact à court et à long terme, positif, négatif, sur l'Afrique de l'Ouest suite à l'adoption de ça, pour rendre ça un peu très concret dans la région? Disons concrètement, et ce qui a été mentionné dans le discours de l'ambassadeur, c'est le besoin de traçabilité. Donc le fait qu'il y ait des zones où la gouvernance est plus compliquée et que la traçabilité est difficile à établir aurait pour conséquence que les entreprises qui s'engagent dans ce processus de devoir de diligence auraient peut-être une tendance à aller soit à appuyer le processus de traçabilité, soit avoir d'autres sources de fournisseurs d'or. Donc ça, ce sont deux stratégies qui peuvent être mises en place. L'idée, bien sûr, c'est d'accompagner ce processus, à la fois au niveau
local, national, mais aussi au niveau international, parce que l'objectif quand même c'est d'améliorer ces zones de gouvernance un peu fragiles. Donc voilà, ça c'est deux conséquences possibles qui pourraient être à court moyen terme sur cette nouvelle réglementation. Donc d'un côté, on peut voir des raffineries ou des acteurs en aval de la chaîne qui peuvent, au pire des cas, refuser de prendre certaines sources d'approvisionnement ou bien de travailler surtout avec les mesures d'accompagnement de l'Union européenne pour progressivement faire entrer ces minéraux dans les normes. En fait, effectivement, comme il y a eu ce système de publication de ces entreprises qui sont en ligne, l'idée c'est quand même que ces entreprises mettent en place tous les systèmes de contrôle, et là il y a toute une partie de formation à mettre en place, mais effectivement à terme une des conséquences pourrait être que certaines entreprises décident de ne plus continuer à travailler avec certains fournisseurs par manque de traçabilité de l'or, et en même temps travailler pour s'assurer que les fournisseurs qu'ils ont déjà ont un peu plus d'idées sur les points qui ont été mentionnés, donc les sites de production, les conditions de travail, les taxes légales et hors légales qui peuvent être intégrées dans le guide. L'idée c'est pas de punir, mais de dire plutôt qu'est-ce qui est déjà mis en place et quelles sont les mesures de réduction de risque que les acteurs peuvent prendre en compte. Voilà. Merci Patrick. Merci beaucoup. Donc je pense que cette présentation nous a beaucoup aidé dans le sens de mieux comprendre comment est-ce que ce guide de due diligence de l'OCDE est en train de prendre certaines ampleurs, est en train d'être adopté et même devenir contraignant sur beaucoup de différents acteurs de la chaîne, et l'importance dans la sous-région d'en tenir compte et dans le cadre de ce processus. Tout à l'heure, on aura l'OCDE aussi qui va donner un survol de cela. Mais merci beaucoup, Patrick. Merci. Donc, je pense qu'on va procéder. On est dans les hauts niveaux théoriques et à l'autre côté de la mer. On va revenir dans notre sous-région. Et je vais inviter maintenant Monsieur Sanda de la République du Niger de partager un peu ses expériences dans son pays dans l'exploitation de l'or et des mesures d'encadrement de cette activité. Monsieur Sanda. Bonjour chers collègues. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous l'expérience du Niger concernant l'exploitation artisanale et à petite échelle, donc à travers les différentes méthodes utilisées et aussi les défis qui sont donc à relever. Donc cette présentation va se faire donc en ces points, en ces éléments qui vont un peu récapituler donc la vie donc de cette activité donc dans notre pays. L'exploitation artisanale au Niger va de l'exploitation des pierres semi-précieuses à l'exploitation des métaux précieux comme l'or, et aussi à l'exploitation des minéraux de développement comme donc les minéraux industriels, l'exemple des gypses, du sel, donc etc. Donc sont englobés et sont exploitation minière artisanale. Il y a de nombreux défis qui empêchent à jouer le rôle dans le développement économique du pays, bien qu'il assure donc qu'il assure les moyens substantiels donc à des milliers de ménages. Voilà. Donc le pays est subdivisé en grands ensembles qui sont 8 grands ensembles de 1 jusqu'à 8. Donc ceux qui sont encadrés, c'est là où s'effectue exactement donc l'exploitation artisanale donc de l'or.
Donc nous avons le Liptako, l'Aïr et le Jadot, où les activités artisanales sont trop intenses. Comment nous gérons l'orpaillage dans notre pays? Donc, bien sûr, c'est à travers les cadres institutionnels et juridiques qui sont mis en place, qui est un cadre donc qui englobe justement donc la politique minière, le cadre législatif et réglementaire, qui sont stables pour les investisseurs donc privés. Nous avons également la Constitution qui qui accorde une place importante donc aux industries extractives. Nous avons les déclarations de politique minière, que les ressources minières sont donc des richesses nationales, et aussi les autres textes qui viennent donc renforcer ces institutions dans le cadre de la gestion. Au niveau national, donc pour mieux gérer l'exploitation ou bien l'orpaillage, nous avons mis en place un code de bonne conduite en 2004 et qui est appliqué à tous les habitants du site. Donc, qu'ils soient artisans miniers, qu'ils soient un commerçant agréé et qu'ils soient aussi une personne qui pratique des activités connexes. Donc, et aussi il y a une structure qui met en œuvre tous ces éléments qui encadrent donc l'activité. Donc les équipes mixtes de surveillance et de contrôle. Maintenant, en 2005, c'est dans ce temps-là qu'on a créé une direction nationale qui s'occupe de l'exploitation minière artisanale et qui met en œuvre les programmes et projets dans ce cadre-là, et également qui applique les textes donc à cet effet. Maintenant, en 2014, on avait mis en place un comité technique qui est chargé d'optimiser donc cette activité. Et ce comité est composé de différents représentants qui va de la présidence à la primature et aussi le ministère des Mines et les autres ministères qui sont concernés par l'activité, le gouvernorat, les conseils régionaux, les préfectures, les directions régionales et départementales, et les ONG et aussi d'autres personnes aux ressources comme les bailleurs de fonds, etc. Donc ça c'est en 2014 qu'on avait mis ce comité. Maintenant, au plan régional, nous avons des directions régionales qui s'occupent donc de la surveillance et du contrôle. Au niveau départemental, justement, ce n'est pas tous les départements qu'on trouve donc une direction, mais là où elle existe, donc, elle s'occupe également donc de contrôle et de surveillance. Maintenant, comment les exploitants exploitent et traitent les minerais? Donc, en fonction des types de minéralisation, ils utilisent des méthodes, des gradins, des puits, des tranchées, des fuites ou des ramassages. Parfois avec l'utilisation donc des explosifs et des gros engins. Le traitement, justement, va de concassage, broyage, lavage, amalgamation, cyanidation et jusqu'à affinage. Donc, et j'essaie de le montrer à travers donc les différentes images. Ici, c'est l'extraction en profondeur, c'est là où il utilise donc en général les explosifs. Ça, c'est en subsurface, donc il vient exploiter seulement. Il broie de manière, c'est un broyage manuel.
concassage manuel, ça c'est un broyage manuel plutôt. Et ça c'est le lavage, donc par gravimétrie. Ça également, donc avec les sources, donc c'est le lavage. Et maintenant, le produit de lavage là, le rejet, c'est ça qu'il stocke maintenant pour faire intervenir donc le cyanure pour traiter. Et voilà comment ça se présente. Ils mettent le cyanure, l'eau et le minerai pour égoutter dans un tube à nu. Et quelques jours après, une semaine maximum, donc ils récoltent le jus pour pouvoir subir également, continuer la chaîne de traitement. Donc ça, c'est dans le tube à nu, ils mettent du zinc, des copeaux de zinc qui captent donc l'or, et c'est ça qu'ils vérifient. Est-ce que réellement l'effet est là? Donc, ils continuent le traitement avec l'utilisation des acides, l'acide nitrique, donc pour brouiller tout. Regardez comment ils travaillent, ils n'ont aucun EPI, pas de gants, pas de lunettes, et tu ne peux pas rester à côté. Eux, ils sont déjà habitués. Quand je viens, moi, je ne peux pas supporter ça. Et ça, c'est la phase de décantation. Donc, ils décantent pour avoir donc le gâteau. Et voilà, ils font du brûlage également pour faire évacuer donc les impuretés et maintenant pour aller pour se lancer dans le processus. Avec toutes ces méthodes et ces manières de traitement, on arrive quand même, donc en fonction de la réglementation, on arrive quand même à collecter quelques quantités. Donc à travers un comité qui se trouve sur chaque site, qui est pris en charge donc par un budget de l'État et qui finance ce comité, qui font la ronde chaque mois et dans les sites principaux, parce que nous avons identifié un certain nombre de sites qui sont de gros sites, et c'est là où l'équipe mixte de surveillance et de contrôle passe chaque mois pour donc relever la production, relever les accidents, donner des conseils et ainsi de suite. Donc on a pu avoir donc ces quantités. En 2016, on a 412. C'est un peu variable en fonction des... par exemple, si je prends en 2011, en ce temps-là, donc la cyanuration est pratiquée. Donc ça, c'est déjà un bouffe. Mais après, il y a toujours les circuits de fraude. Donc ça baisse, ainsi de suite. C'est vraiment aléatoire. Donc en fonction de certaines réalités, la production baisse et un peu augmente. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité qu'on collecte, c'est insignifiant par rapport à ce qui se passe. Voilà, nous avons des défis énormes par rapport à ça. Énormément de sites, et l'administration publique n'est pas présente dans tous ces sites-là. Ce qui explique la non-maîtrise des orpailleurs, leur nombre, la non-maîtrise justement de la production, la non-maîtrise des circuits de commercialisation. On fait un effort, mais on n'arrive pas à maîtriser de manière substantielle. Et aussi la non-maîtrise de tous les autres agréments qui sont enregistrés en termes de l'environnement et autres. Un autre défi, plusieurs dizaines de milliers de orpailleurs de diverses nationalités, notamment tchadiennes, soudanais, libyens, des Nigérians, opèrent sans autorisation sur les différents sites. Il y a l'utilisation que j'ai soulignée des explosifs et de gros engins avec les produits chimiques qui occasionnent donc terrible dégradation de l'environnement. Il y a également les traitements qui se fait à proximité des habitations et qui a des impacts et qui met en danger en réalité les populations. L'occupation également et l'exploitation par les orpailleurs des permis attribués aux sociétés de recherche. Nous avons pensé à des solutions pour pouvoir diminuer vraiment ces défis-là, relever un peu ces défis-là.
Donc nous sommes inspirés de nos collègues burkinabés pour mettre en place justement une structure, vouloir mettre en place une structure donc, publique à caractère économique, dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Transformer les autorisations artisanales en titres d'exploitation semi-industrielle pour les artisans ayant les moyens financiers nécessaires. On va les identifier. Et organiser les orpailleurs en coopérative. On va continuer parce qu'on a déjà commencé à les organiser en groupement d'intérêt économique. On va continuer également à les organiser dans ce sens. Maintenant, il faut identifier un mécanisme pour pouvoir vraiment amener les orpailleurs à nous déclarer un peu plus que ceux qui ont l'habitude donc de faire. Là, c'est toute une gymnastique, on est dans la réflexion, on est dans la dynamique pour pouvoir vraiment trouver ce mécanisme-là. Aider les orpailleurs à s'approprier des textes législatifs, des textes régissant l'orpaillage. Maintenant, les déguerpir, ceux qui sont dans les permis déjà attribués, on va les déguerpir. Parce que c'est eux qui ont trouvé en général donc, la société de recherche. Maintenant, ouvrir officiellement le couloir d'orpaillage et impliquer enfin les acteurs locaux qui sont les chefs coutumiers religieux, les élus locaux, les leaders d'opinion, les autorités administratives et militaires de la gestion. En conclusion, il faut nécessairement qu'on relève ces défis pour pouvoir aller en avant. Et dans ce sens, bientôt, nous allons faire en fin de ce mois-là un forum, un atelier qui valide, parce que nous sommes en révision de la loi minière pour intégrer un certain nombre d'aspects d'encadrement et de sécurisation des sites. Et pour valider ces révisions-là et maintenant aller dans la dynamique justement de développer ce secteur. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sanda. Je pense que pour nous tous, ça a été très intéressant de voir surtout ces images qui a rendu votre façon de faire là-bas très concret. Personne qui arrive à avoir ne pas avoir des lunettes de protection contre les acides, mais des lunettes de solaire quand même, contre le soleil du désert. Donc, je sais qu'on a beaucoup de questions, bien entendu, mais je vais demander votre indulgence quand on continue à la prochaine présentation. Et s'il reste un peu de temps à la fin, on va sûrement ouvrir le foire. Donc, avec ça, je demande à Monsieur Adjo de la République de Bénin de venir et faire sa présentation sur l'expérience de son pays. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de présenter juste un aperçu de ce qui s'est fait en matière d'exploitation artisanale de l'or au Bénin. Je vais m'appesantir un peu beaucoup plus sur les enjeux, en montant un peu les stratégies qui sont mises en œuvre pour l'encadrement de l'orpaillage. Donc, cette carte vous montre un peu la partie du pays où les activités d'orpaillage sont le plus développées. Donc, c'est en fait dans la partie nord-ouest du pays où nous avons les formations de la chaîne de la Takora. Alors, quels sont les types de minération qui sont exploités par les orpailleurs? Nous en avons de trois types. D'abord, les gîtes alluvionnaires qui sont attaqués pour la plupart, donc quelques deux ou trois placers. Le célèbre, c'est le placer de la Perma qui est connu dans la documentation. Nous avons aussi des gîtes alluvionnaires qui sont en général au sommet des collines ou sur leurs flancs. Et les gîtes filoniens qui sont atteints à travers donc, des puits ou des tranchées
qui sont foncés par les orpailleurs. Quelle est l'ampleur des exploitations artisanales d'or au Bénin? De façon précise, je peux dire qu'entre 1994 et 1995, plus de 10 000 orpailleurs sont dénombrés dans un seul secteur, dans une aire géographique de 5 km de diamètre. Et je voudrais donc ajouter qu'en août passé, donc août 2016, nous avons connu un phénomène de ruée vers l'or, où dans un secteur à peu près à 400 km au nord de Cotonou, près de 5000 orpailleurs ont envahi en l'espace d'une semaine un gîte. Et ce site actuellement est gardé par la gendarmerie parce que nous l'avons retenu comme un site qui va faire partie du prochain couloir d'orpaillage qui sera délimité en même temps et attribué aux orpailleurs. Et quelles sont les populations qui travaillent sur les sites d'orpaillage? C'est un phénomène transfrontalier, donc c'est beaucoup plus nos voisins. Le cadre législatif, d'abord le code minier, mais de façon spécifique, nous avons un décret qui porte sur l'agrémentation de l'artisanat au Bénin. Donc c'est le décret 2002-580 qui a été pris donc en 2002. Ce décret précise que l'artisanat, donc le site d'exploitation n'est pas nécessairement précisé de la mise en d'un jugement. Et pour être autorisé à exploiter de façon artisanale une ressource minière, il faut avoir ce qu'on appelle l'autorisation d'exploitation artisanale, qui est en fait un arrêté signé par le ministre. Et le décret fait obligation au titulaire de tenir sur son chantier un registre d'extraction, un registre de vente et des statistiques de consommables, ce qui n'est pas toujours évident donc sur nos sites. En ce qui concerne en particulier l'orpaillage, nous avons pris un arrêté en 2004 qui réglemente un peu la chose et qui dit que l'autorisation pour exploiter un site de façon artisanale porte uniquement sur un demi-hectare. Et cette autorisation est valable pour 3 ans et renouvelable. L'arrêté précise aussi la liste des matériels qui sont autorisés et proscrit l'utilisation de certaines substances, telles que les explosifs et donc les autres produits qui sont connus comme dangereux. Alors, quelles sont les structures qui sont mises en place pour l'encadrement et le suivi de l'activité? J'ai parlé tantôt des services départementaux. Donc, il y a un service qui est créé au cœur de l'ensemble des sites, des grands sites d'orpaillage. Donc, ça a été créé en 1997. Et nous avons créé aussi au cœur, donc non loin de ce service-là, une brigade de gendarmerie en 2003. Et donc ces deux structures s'appuient sur la fédération des orpailleurs. Donc les orpailleurs ont eux-mêmes une fédération qui donc nous appuie dans le suivi de l'activité des orpailleurs. Parce que nous avons compris qu'il vaut mieux utiliser donc ces structures donc mises en place par les orpailleurs eux-mêmes. Donc c'est plusieurs groupements et à la tête donc il y a une fédération donc qui nous appuie dans ce travail-là. Alors qu'est-ce qui est fait comme en termes de stratégie? Nous avons identifié un certain nombre donc, de couloirs. Nous en avons déjà délimité qui sont dédiés exclusivement à l'activité d'exploitation minière artisanale, donc de l'or. Et la délimitation de ces couloirs repose sur un certain nombre de critères. D'abord, il faut que le minerai soit alluvionnaire ou illuvionnaire. Nous avons voulu préserver nos filons. Que le minerai ne soit pas très profond pour qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'ait pas à voir sur les sites donc, des engins. Auquel cas on va passer donc dans une exploitation à petite échelle, donc semi-mécanisée. Il faut qu'il y ait donc la présence d'activité d'orpaillage. Donc tout à l'heure je parlais donc d'un nouveau site qui a été colonisé en août 2016. Donc lorsque nous remarquons qu'il y a une activité d'orpaillage et que ce n'est pas sur un permis, donc déjà donc nous allons délimiter la zone et donc nous l'incluons dans un couloir. Alors, les orpailleurs sont organisés eux-mêmes en groupement et un groupement peut renfermer ce qu'on appelle jusqu'à 30 chefs de trous qui emploient en moyenne chacun 6 personnes en fonction de l'avancement des opérations minières. Donc, lorsqu'on est en phase de décapage, et donc, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre qui est sollicitée sur les sites. Et pour le lavage,
en général, ce sont donc les femmes qui sont sollicitées pour le lavage. Et lorsque on compare un peu les rapports de production ces 2 dernières années, nous avons remarqué que, en fait, lorsqu'on a affaire à des exploitants individuels, leur production est plus structurée, leur production semble plus juste que lorsqu'on a affaire à des groupements. Parce que les groupements, il y a beaucoup de mésententes, donc de problèmes fonctionnels au sein des groupements. C'est un peu l'individualisme, donc voilà la situation. Et donc, les services départementaux relèvent mensuellement les productions. Il est vrai que ces productions qui sont déclarées ne seront jamais proches de la réalité. Ça, c'est clair. Donc, et lorsque nous avons comparé un peu ces productions par rapport à nos données au cordon douanier, on voit que vraiment il y a beaucoup à faire. Et nous organisons aussi, donc, en termes de stratégie, toujours des sensibilisations et des réunions périodiques avec les orpailleurs. Donc, nous échangeons avec eux pour prendre en compte donc, leur doléance et pour voir si certains sites que nous avions interdits, si on peut donc les donner, donc ouvrir donc, un couloir sur ces sites-là. Malgré tout ça, il y a des défis. Mon collègue donc, du Niger en a parlé. Il y a beaucoup de défis. Le premier défi, c'est qu'il faut que nous puissions installer les comptoirs de collecte. Donc, il y a une base légale dans les villages qui ne sont pas loin donc, des sites d'orpaillage. Ça, c'est un défaut. Ou donc, c'est les collecteurs que nous ne maîtrisons pas, donc qui viennent collecter et qui viennent vendre donc, aux bureaux d'achat qui sont basés à Cotonou. Il faut que nous puissions aussi donc aller, comme l'a dit mon collègue du Niger, aller vers donc transformer les autorisations générales en autorisations donc semi-industrielles, que nous puissions identifier un mécanisme susceptible d'aider l'administration à avoir les déclarations de production proches de la réalité. Ça va être difficile, mais on y parvient quand même. Qu'on puisse réduire aussi donc le taux de clandestinité. Et les tests, bon, hier ça a été dit, il faut que les tests soient simples, des tests très simples, et pour que cela puisse aider vraiment nos opérateurs. Les groupements, on va revenir sur ça, parce que les groupements, comme je l'ai dit tantôt, ont des problèmes de fonctionnement. On va donc essayer donc de revoir un peu les conditions de ces groupements. Et il faut qu'on puisse aussi coordonner l'intervention des différentes structures de l'État, parce qu'on a vu que l'intervention n'est pas coordonnée, donc ça pose des problèmes. Il faut qu'on puisse anticiper aussi, préparer la cohabitation prochaine entre exploitation artisanale et mines mécanisées. Donc voilà un peu ce que j'avais à présenter, et donc je vous remercie. Merci beaucoup, M. Adjo, pour ces contributions. On voit qu'il y a effectivement des défis et des aspects qui ressemblent dans toute la sous-région, comme il y a des spécificités. Sans trop tarder, j'invite Louis Maréchal pour présenter brièvement le guide de bonne diligence sur l'OCDE, qui a été l'objet de cette formation le mercredi, mais qui va nous aider aussi un peu à faire le pont au prochain panel après la pause. Oui. Merci Théra. Je vais simplement aller assez rapidement pour permettre à l'ensemble des participants d'avoir une idée un peu plus claire de ce que c'est que ce guide de l'OCDE, de ce standard international et des différentes des différents programmes qui sont actuellement mis en œuvre un peu partout dans le monde pour permettre son application. Donc, très rapidement, l'OCDE est une organisation qui a été fondée en 1961, qui compte 35 États membres maintenant. Essentiellement, c'est une organisation qui travaille, qui élabore des réflexions, des rapports et qui apporte des conseils aux États membres pour gérer les problèmes liés à la mondialisation, ses impacts économiques et sociaux et environnementaux. Ce qui est une caractéristique intéressante de notre organisation, c'est qu'elle associe le secteur privé, la société civile et le monde syndical de manière intégrale. Ça nous permet d'être en permanence au contact des réalités de chacune de ces parties prenantes. C'est une organisation qui est basée que à Paris. On a quelques bureaux de représentation un peu dans le monde, on n'en a pas en Afrique. On aimerait bien, mais c'est peut-être plus tard dans le futur. Pour rentrer vraiment assez directement dans le cœur du sujet, donc comme je l'expliquais mercredi, l'OCDE est une organisation qui
qui est ouverte au libre-échange et à l'investissement et dont une des fonctions premières est de favoriser l'investissement un peu partout dans le monde et les échanges commerciaux. C'est particulièrement le cas dans le secteur extractif. Nous savons tous ici que le secteur extractif, quand il est bien géré, est vecteur de développement, il est vecteur de génération de ressources, de création d'emplois, de création de connaissances, de tout un tas de facteurs positifs. Néanmoins, on sait tous aussi également que l'extraction minière, à la fois industrielle et artisanale, peut être associée à des phénomènes de violation des droits de l'homme, de corruption, de blanchiment d'argent et de financement des groupes armés. C'est une caractéristique qui n'est pas du tout propre au continent africain, c'est important de le rappeler. Des fois, il y a une focalisation excessive sur le continent africain. C'est des phénomènes qu'on retrouve partout, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et même sur le continent européen. J'aime bien souligner le cas de la situation en Ukraine, qui est un pays à l'est de l'Union européenne, où il y a des mines de charbon qui sont contrôlées par des groupes séparatistes. Là, en théorie, on devrait pouvoir également commencer à parler de la mise en œuvre du guide de l'OCDE, mais il y a certaines contraintes qui nous empêchent de le faire en ce moment. C'est un guide dont les recommandations sont applicables à toutes les ressources minérales. Historiquement, on a commencé à travailler sur l'étain, le tantal, le tungstène et l'or. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement pourquoi après. Mais dès le début, il a été agréé par tous les gouvernements membres de l'OCDE et les gouvernements des États qui n'étaient pas dans l'OCDE, que c'était un document qui était applicable à l'ensemble des ressources minérales. Et nous avons à l'heure actuelle un programme de travail qui vise à étendre la mise en œuvre de ce guide dans une trentaine d'autres ressources minérales. Ça nous permet de rappeler que c'est effectivement un programme de travail qui va durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, parce que c'est vraiment une tendance lourde qui anime le secteur extractif et les gouvernements. Vous êtes assez bien au courant, notamment en Côte d'Ivoire, avec le processus de Kimberley, que cette demande pour des minerais responsables, elle n'est pas nouvelle. Elle date à peu près du tournant des années 2000, lorsqu'il y a eu une focalisation sur l'exploitation artisanale des diamants en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais cette demande, notamment des consommateurs, s'est étendue depuis une quinzaine d'années à d'autres ressources, notamment à travers des rapports des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui ont fait état de liens entre l'exploitation de l'or et des 3T, étain, tantal et tungstène, avec le financement des groupes armés. Donc c'est ça l'historique derrière notre focalisation sur ces 4 ressources minérales, c'est la collaboration intense qu'on a avec les pays d'Afrique centrale depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Maintenant, on retrouve ces considérations dans un ensemble de textes réglementaires et juridiques un peu partout dans le monde, donc aux États-Unis, en Union européenne, comme Patrick a pu le souligner. Il existe une loi qui vient juste d'être adoptée en France, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui impose à toutes les multinationales basées en France d'établir un plan de vigilance sur les différents risques et les impacts de leurs activités au plan mondial. Donc c'est vraiment en lien étroit avec ce que fait l'OCDE. On a beaucoup de discussions aussi en Chine avec des acteurs à la fois du secteur économique mais aussi les autorités nationales qui réfléchissent actuellement à l'adoption d'une réglementation dure sur l'importation des 4 substances mentionnées par l'Union européenne. C'est ça. 2 objectifs principaux donc pour ce standard international. Le premier, c'est de fournir aux entreprises un ensemble de recommandations très spécifiques, et on a eu l'occasion d'en parler mercredi, pour leur permettre d'essayer de comprendre de quoi sont faites leurs chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire les différents partenaires commerciaux avec qui ils sont en relation, et essayer de comprendre si ces partenaires commerciaux et économiques sont liés à des phénomènes de financement de groupes armés ou de violation des droits de l'homme. In fine, l'objectif principal de notre instrument, et c'est bien pour ça que très tôt les gouvernements d'Afrique centrale s'y sont associés, c'est vraiment de promouvoir l'investissement dans les pays producteurs, mais pas n'importe quel investissement, un investissement qu'on qualifie de responsable parce que c'est un investissement qui est conscient des impacts négatifs qu'il peut avoir. C'est vraiment l'objectif central de tout notre exercice, parce que la conception de l'OCDE, mais également des Nations Unies, c'est que le développement économique est un facteur de stabilité, de paix et de croissance. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on l'envisage et qu'on travaille avec les pays producteurs. Je vais aller rapidement là-dessus. Encore une fois, on a eu l'occasion d'en parler mercredi.
c'est vraiment un standard qui concerne toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est un point clé qu'on aime bien souligner. C'est pas un standard qui s'applique qu'aux entreprises qui sont dans les pays producteurs. Et même dans les pays producteurs, ça ne concerne pas que les extracteurs. Ça concerne les négociants, les transporteurs, les exportateurs, toute personne qui, à un moment, manipule les minerais qui sont exportés, en fait. De la même manière, dans les pays d'importation, ça concerne toutes les entreprises qui transforment le minerai et évidemment celles qui l'utilisent. Donc le cadre en 5 étapes qui a été mentionné par l'Union européenne doit être mis en œuvre par l'ensemble de ces entreprises. C'est une approche mondiale qu'on retrouve dans la réglementation européenne. Il n'y a pas de focalisation sur une zone de production, ce qui explique que nous travaillons, comme je l'indiquais, avec l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine, pour les zones de production. On travaille avec les Émirats arabes unis, la Chine, la Turquie pour les zones de transformation et de négoce. Et on travaille évidemment avec les États-Unis et toute l'Union européenne pour les zones de consommation, schématiquement. C'est un ensemble unique d'attentes, comme je l'expliquais, ce cadre en 5 étapes, valable pour toutes les entreprises. Ceci dit, dans le guide, vous retrouverez des recommandations qui sont spécifiques en fonction de la place de l'entreprise dans la chaîne de valeur. On n'attend pas la même chose d'un négociant qui est à côté du puits, d'une grande entreprise ou une petite entreprise qui est basée en Allemagne, qui est très très loin du point d'extraction. Donc les recommandations sont vraiment adaptées à ça. Elles sont aussi adaptées à la taille de l'entreprise. On parle beaucoup de ces sujets de PME qui auraient du mal à mettre en œuvre le devoir de diligence. On n'a pas le même degré d'exigence pour une PME de 5 personnes que pour une grande multinationale avec beaucoup de ressources. C'est une approche progressive, ça c'est absolument essentiel. On ne s'attend pas à ce que tout ça soit mis en œuvre du jour au lendemain. On ne s'attend pas à ce que toute la transparence soit faite sur les chaînes d'approvisionnement en l'espace de 6 mois. Le point important, c'est que évidemment tout le monde se mette à mettre en œuvre les recommandations et progressivement soit capable de démontrer qu'il y a un approfondissement de la connaissance des chaînes d'approvisionnement et des risques qui sont associés. Et ça va prendre des années. Notre programme n'a que 5 ans. On a déjà vu des progrès très très impressionnants au niveau mondial et dans la région des Grands Lacs. Mais il y a encore des années et des années et des années de travail devant nous. Il y a des mesures complémentaires et pratiques qui permettent, c'est ce que je disais, de mettre en œuvre ce devoir de diligence, et d'optimiser la coopération entre les différentes entreprises dans la chaîne de valeur. L'objectif, très simplement, c'est d'accumuler de l'information, de la diffuser au bénéfice de tous les acteurs de la chaîne. Donc voilà, ça c'est pour illustrer que ça s'applique, les recommandations, à la totalité de la chaîne de valeur. Donc vous voyez, compagnie minière, artisanat, négociants, exportateurs, raffineurs, les grandes banques qui achètent énormément d'or, comme vous le savez sans doute, et évidemment toute l'industrie de la joaillerie, et on touche également le sujet du recyclage, tout simplement parce que comme on le sait bien, parfois une modalité préférée d'exportation illégale d'or, c'est de faire croire qu'on a de la joaillerie recyclée, alors qu'en fait c'est de l'or primaire qui n'a pas encore été transformé. Donc on a des dispositions dans le guide qui permettent de s'assurer que les opérateurs économiques ne se font pas tromper sur la nature de la marchandise. L'étape du raffinage constitue pour nous un point pivot dans la chaîne, j'y reviendrai très brièvement. C'est sur ce point précis de la chaîne qu'un contrôle indépendant par une tierce partie doit être exercé chaque année. C'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui vient tous les ans inspecter les usines de raffinage, poser des questions aux compagnies de raffinage pour savoir dans quelle mesure elles mettent en œuvre le guide de l'OCDE. Ça, c'est un transparent, c'est une carte qui est issue d'un rapport de l'OCDE qui paraîtra à la fin du mois de mars, qui représente la complexité des chaînes d'approvisionnement en or issues de l'Afrique de l'Ouest, avec des flèches qui partent dans tous les sens. Ça illustre en fait tous les mécanismes un peu complexes d'importation, d'exportation, de réexportation, pour procéder à des schémas d'évasion fiscale aussi, pour bénéficier des différentes fiscalités applicables en fonction des différents pays de production et d'importation. Donc c'est vraiment, ça permet d'avoir une idée de la complexité des chaînes d'approvisionnement, d'où la nécessité d'avoir cette approche progressive dans le temps et d'avoir des exigences qui sont raisonnables. J'ai oublié de préciser un point extrêmement important. Le guide de l'OCDE, il a été négocié avec le secteur privé et la société civile. Donc les recommandations qui sont contenues dans ce guide ont été validées par les représentants du secteur de l'or international. C'est pas quelque chose que les gouvernements de l'OCDE ont inventé tout seuls dans un bureau. C'est vraiment, on a mis 2 ans à négocier tous ces points.
ces 140 pages de guide. C'est si long parce que précisément on a pris en compte l'opinion des praticiens et des experts du secteur. Voilà un peu le guide de l'OCDE, comment il est structuré. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, on en a parlé samedi. Ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement un modèle de politique pour une chaîne d'approvisionnement responsable qui explique quels sont les risques que les entreprises devraient identifier. Et tout ça est précisé dans le supplément sur l'or. J'en profite aussi pour souligner l'existence dans ce document d'une section particulière à la fin du document sur l'artisanat minier. Et on aime à penser que ce guide de l'OCDE, ce standard international, est le premier standard international à avoir mis en avant l'importance de la contribution économique du secteur artisanal. Donc il est très précisément expliqué dans ce guide que chacune des parties prenantes devrait appuyer la formalisation et la légalisation du secteur artisanal pour en faire un facteur de contribution durable à l'économie, aux économies des pays producteurs. C'est un petit peu ce qui est repris ici. Donc, on a vraiment une feuille de route qui est précisée dans ce document. On a développé, comme Estelle le rappelait, un document particulier, j'aurais dû prendre une copie avec moi, qui était disponible le mercredi, qui précise sous la forme d'une foire aux questions les attentes qui reposent sur les acheteurs internationaux. Et ça me permet encore une fois de souligner que vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire, les producteurs. Il y a aussi beaucoup de pression qui s'applique sur les acheteurs internationaux et on aura l'occasion d'en reparler pendant le panel. Ça, c'est une description un peu schématique du fonctionnement du cadre en 5 étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est une approche qui s'appuie sur une démarche logique. On accumule de l'information, on l'analyse. Si on trouve un risque, on atténue ce risque. Et ensuite, on publie des informations. Et c'est un cycle continu. Ce n'est pas une opération qu'on accomplit une seule fois. De la même manière qu'une entreprise, en permanence, réévalue ses risques commerciaux, économiques et financiers. C'est quelque chose que les entreprises ont toujours l'habitude de faire. L'apport de ce standard international, c'est d'élargir cette logique de l'entreprise à une analyse des risques non financiers, risques d'atteinte aux droits de l'homme. Brièvement, deux cas de figure quand une entreprise identifie un risque, et on retrouve un point que j'ai mentionné au début de l'introduction. Dans la plupart des cas, quand un risque est identifié, on demande à l'entreprise de l'atténuer, de mettre en place une stratégie avec son fournisseur pour faire disparaître ce risque. Il n'y a que deux cas de figure où vraiment le risque est tellement important que le standard international recommande à l'entreprise d'interrompre ses relations commerciales. Donc c'est vraiment s'il y a des atteintes graves les plus graves aux droits de l'homme, comme les pires formes de travail des enfants, des atteintes sexuelles répétées et massives, tout ça est bien précisé dans le guide, ou des soutiens directs ou indirects aux groupes armés non étatiques. C'est une distinction qui est importante à faire. Si vous découvrez que votre fournisseur appuie un groupe armé non étatique, vous devez interrompre vos approvisionnements. Si c'est un appui à un groupe armé qui appartient aux forces régulières, là, il y a des recommandations qui vous permettront de faire disparaître ce risque, notamment par exemple en prenant contact avec le ministère de la Défense, avec les autorités nationales, pour dire voilà, je crois qu'un de mes fournisseurs, par exemple, tel exportateur est en fait contrôlé par un colonel de l'armée en violation des dispositions nationales. Donc ça, c'est une distinction qui est importante. Notre programme de mise en œuvre existe depuis 2011-2012. On a plus de 500 organisations qui participent, la moitié du secteur privé, des très grands groupes internationaux, les plus grandes sociétés internationales d'électronique, celles qui fabriquent vos téléphones, notamment vos ordinateurs, les avions dans lesquels vous volez, participent en fait à ce programme de mise en œuvre. La plus grosse partie de notre activité, c'est de la sensibilisation, de la formation, le développement d'outils pratiques, le développement de solutions pratiques à des problèmes particuliers qui ont été soulevés par le secteur privé. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on essaie vraiment au maximum de coller aux problèmes des opérateurs économiques. On favorise aussi une harmonisation des efforts industriels et des efforts mis en place par les gouvernements. L'important, c'est que le cadre soit bien compris par tous et qu'il soit à peu près harmonisé partout. Sinon, les opérateurs économiques s'y perdent. Et évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour favoriser la promotion des investissements responsables. Tous les ans, en mai, on a une session de travail qui dure 3 à 4 jours à Paris,
Les dates sont du 2 au 5 mai. En fait, il y a un atelier avec la Banque mondiale qui portera sur la question particulière de l'artisanat minier. On aura une session de travail sur l'Afrique de l'Ouest où d'ores et déjà vous êtes cordialement tous invités. On fera circuler l'invitation. On souhaite vraiment avoir une représentation à haut niveau des États de la région et de la sous-région pour pouvoir poursuivre les discussions qu'on a entamées ici. Une participation active du secteur privé, je l'ai déjà mentionné, c'est notamment à l'étape du raffinage, parce que c'est les raffineurs qui sont contrôlés par les industries, par les associations professionnelles. On aura une représentante de l'association de l'échange du marché international de l'or basée à Londres qui va nous expliquer ça un petit peu plus particulièrement dans la prochaine session. La cartographie de la mise en œuvre, on voit en Afrique centrale une grande participation des États depuis 2010 à travers la déclaration de Lusaka qui a signifié l'adoption par les 12 États membres de la CIRGL du guide de l'OCDE comme un outil pertinent. Il y a une réglementation aux États-Unis. Les pays membres de l'OCDE assurent la promotion et la diffusion du guide. Cette réglementation de l'Union européenne qui va entrer en force prochainement. Les initiatives en Chine. Et comme je l'expliquais mercredi, j'espère que dans un an, on pourra colorier l'Afrique de l'Ouest dans un ton différent pour signifier votre adhésion à ce programme international. Coopération avec l'Union européenne, on en a beaucoup parlé, je vais pas m'y appesantir, simplement j'ajouterai un point qu'effectivement, toutes les activités que nous menons dans le cadre de ce programme sont financées par une contribution volontaire de l'Union européenne et d'autres États membres, dont plus particulièrement la France, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, qui a souhaité appuyer notre démarche ici. Coopération aussi avec de plus en plus d'instances internationales. Notre équipe n'est pas très grande, donc on essaye d'identifier des partenaires un peu partout où on peut, en fonction des thématiques qu'on traite. Donc il y a certains sigles que vous reconnaîtrez bien ici. Beaucoup de Nations Unies, la Banque mondiale, l'ITIE que vous connaissez très bien ici, l'Organisation mondiale des douanes, Interpol. On travaille avec tous ces gens pour s'appuyer sur leurs compétences et essayer d'apporter la nôtre. L'intérêt pour les gouvernements, ça c'est quelque chose dont j'avais discuté l'année dernière quand j'étais venu à Abidjan déjà. Encore une fois, ces slides seront mis à votre disposition, mais c'est assez important que les gouvernements qui ne sont pas les premiers destinataires de nos recommandations comprennent pourquoi est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ce mécanisme et surtout quels bénéfices ils peuvent en retirer. Et donc, in fine, plus il y a d'informations qui circulent sur les chaînes d'approvisionnement, plus il est facile pour le gouvernement de contrôler la production et le commerce des ressources dans son pays et dans la sous-région. Au niveau international, ça améliore aussi très notablement la réputation de la production nationale et régionale. Et en réalité, la possibilité de passer d'une zone, de la réputation d'une zone où la production n'est pas très bien contrôlée, à une zone où en fait on se rend compte que les gouvernements se sont mobilisés pour contrôler cette production et ces échanges commerciaux. Et ça, le marché international le voit. Au niveau national, c'est ce que j'évoquais, ça permet vraiment d'assurer un meilleur contrôle de la production artisanale notamment. Évidemment, on n'a pas arrêté d'en parler, le critère de coopération régionale est absolument essentiel. Et on est tous très encouragés par la bonne qualité des débats qu'on a eus depuis mercredi. On a une focalisation sur l'artisanat minier, je crois qu'on a fait on en a parlé suffisamment. Quelques points clés, encore une fois, participation essentielle des gouvernements. Rien ne se fait sans les gouvernements. Même si notre standard est un standard d'application volontaire pour les entreprises, on a constaté depuis plusieurs années que les gouvernements ont souhaité rendre ce standard volontaire et le transformer en standard obligatoire. Probablement que ces gouvernements n'étaient pas tout à fait satisfaits de la qualité de la mise en œuvre par les entreprises sur une base volontaire. Donc c'est le mouvement qu'on constate ces dernières années, en Europe, en Afrique, partout. Une meilleure compréhension aussi des enjeux liés à l'artisanat minier, ça c'est extrêmement encourageant. On ne va pas prétendre que c'est simplement notre standard qui y a aidé, mais c'est vrai que toutes les discussions qu'on a depuis 5 ans dans notre forum démontrent que ça y a contribué. Quelques prochaines étapes, donc comme j'en parlais, une session de travail de haut niveau en mai à Paris, sur l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, tous les États participants à cet atelier sont invités, donc on fera parvenir des informations supplémentaires.
On est en discussion avec l'autorité du Liptako Gourma qui est représentée aujourd'hui et qui participera cet après-midi au panel pour l'organisation d'un atelier similaire au Burkina Faso dans la dernière partie, le 3e trimestre de cette année. On souhaiterait aussi lancer une étude régionale sur l'artisanat minier et les risques associés au sens du guide de l'OCDE et essayer de comprendre vraiment quelle est l'importance des risques de violation des droits de l'homme, de financement de groupes armés, de financement du terrorisme dans la sous-région, pour avoir un diagnostic un peu plus fin. Et on va également s'attacher à traduire en fait tout notre matériel existant en langue locale pour permettre une diffusion au plus proche des populations et des communautés minières. Donc ça, c'est notre plan d'action, on va dire, pour l'année 2017, en coopération déjà avec les États membres de l'autorité du Liptako, donc le Niger, le Burkina et le Mali, idéalement avec la Côte d'Ivoire aussi, si on arrive à avancer sur ce point, et ce qui aurait beaucoup de sens, effectivement, étant donné tous les flux de personnes et de matériel dont on a pu discuter au cours des 2 derniers jours. Et voilà, là-dessus, vous avez le lien qui va vous mener sur notre site internet où il y a tout le matériel disponible, ainsi que nos 2 contacts pour poursuivre les échanges par courriel, le cas échéant. Merci Louis.